Le podcast P2K de Parcours 59 est rendu possible grâce au soutien de l'Agence nationale du sport. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce second épisode sur le thème Parcours tes monuments. C'est toujours Alex et aujourd'hui je suis en compagnie de monsieur Eric Monin que je vais essayer de tutoyer. On va essayer. Comment tu vas ? Très bien Alexandre, bonjour. La plus simple des questions que je pose à chaque fois à mes invités, est-ce que tu peux te présenter et dire qui tu es et comment tu as connu et rencontré peut-être le parcours et Parcours 59, mais déjà, qui es-tu ? Bien, Éric Monin, je suis professeur d'histoire et de culture architecturale à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille. Donc j'enseigne l'histoire, je suis également architecte de formation. Et comment j'ai connu Parcours 59 ? C'est compliqué, c'est simple et compliqué. C'est toujours comme ça avec Parcours 59. Oui. Bon, en fait, je ne pratique pas du tout le parcours. Je suis plutôt un observateur. Comme finalement, avec l'architecture, je regarde les bâtiments pour mieux les comprendre. Et je les regarde de toutes les manières possibles et imaginables. Et j'aime aussi les toucher. Et c'est là où on se rapproche peut-être de parcours, car carrément. finalement, un travail ou une pratique d'escalade conduit à un rapprochement de l'architecture, surtout quand on s'intéresse au patrimoine. Et j'ai lu il y a quelques décennies un livre qui était paru en 1937 et qui racontait l'histoire de la pratique de quelques étudiants à Cambridge qui, pour certains d'entre eux, escaladaient leur collège et les chapelles des collèges en prenant de très gros risques, pas simplement physiques. S'ils étaient interpellés ou interceptés par les gardiens, ils risquaient d'être exclus. Ouais, de leur établissement. De leur établissement, c'était vraiment proscrit, totalement interdit de se prêter à ce genre d'exercice. Et ce livre raconte justement la manière dont ils investissaient ces bâtiments, comment ils grimpaient, comment ils mettaient en œuvre des techniques apprises dans le cadre de l'escalade, puisque c'était plutôt des jeunes hommes de bonne famille qui pratiquaient l'alpinisme, donc qui allaient courir les Alpes pendant l'été. Et finalement, ils reproduisaient ce qu'ils avaient appris dans les montagnes sur les collèges de Cambridge. C'est fou. Donc de là, vous comprenez le lien avec parcours. Je suis lillois depuis maintenant quelques 22 ans, 23 ans. Et, quasi mon existence, pardon. Voilà, donc je comprends la difficulté du tutoiement. Ça va bien se passer. Et j'ai appris l'existence de parcours car je participe à une expérience pédagogique avec l'école de la réparation qui vient d'ouvrir à Roubaix. Il s'agissait de faire découvrir à des jeunes apprentis cordonniers tout un tas de pratiques artistiques. Et donc moi, ma mission, c'était de leur parler de l'architecture. Et je voulais leur en parler autrement, par une approche tactile. Et j'ai cherché pour savoir s'il y avait des gens qui s'intéressaient à cela. Et je suis tombé sur Parcours 59 en particulier. On est à quelques centaines de mètres de là. Donc j'espère qu'un jour on aura l'occasion de collaborer. J'espère, et peut-être que là c'est la naissance de cette collaboration. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui travaillent ici qui vont écouter ce podcast, donc vous avez un petit peu cette invitation de la part d'Eric. Et du coup, avec cette pratique du parcours, qu'est-ce qui t'a intrigué en premier lieu ? Est-ce que tu as vu des gens déjà pratiquer Alors j'ai fait des recherches sur le net, j'ai vu des photographies qui m'avaient absolument intrigué, notamment ces photographies publiées dans le livre que j'évoquais tout à l'heure, des vieilles photos noir et blanc de 1937 qui nous montraient ces élèves qui expliquaient leur technique à partir de prises de vue. Et puis il y a 3-4 ans, rue Littré à Lille, je passe devant la caserne de pompiers de la rue Littré et je vois là une bande de gars complètement fous qui s'amusaient à parcourir horizontalement leur bâtiment, le soubassement. Et c'était des pompiers qui s'entraînaient. Et je crois que je n'ai même pas pris de photos, mais en tout cas, ça m'avait intrigué. Et puis, je m'étais dit, mais oui, effectivement, on peut peut-être y aller, s'intéresser à la manière dont on peut investir l'architecture autrement. Et à l'époque, ça m'avait donné l'idée d'un exercice. J'avais enseigné pendant 3 ans à Paris, à l'école d'architecture Paris-Val-de-Seine. Et on m'avait donné pour mission de parcourir Paris, de raconter des histoires d'architecture classique, baroque, à des étudiants, à leur demander de faire des dessins. Et un jour, on était dans la cour du Louvre, la cour carrée du Louvre, avec les étudiants devant la façade de Pierre Lescot. Et je leur ai dit, tiens, au lieu de dessiner le bâtiment, vous allez me dessiner une voie.
me raconter comment vous pourriez investir cette façade. Bon, c'était une astuce de ma part pour les obliger à regarder les parties saillantes, les reliefs du bâtiment, savoir où on pourrait poser une main, un pied, un coude, pour comprendre finalement comment ce bâtiment s'avançait sur l'extérieur, le relief de la façade, à partir finalement d'une projection d'escalade possible et envisageable. Alors bien sûr, je n'invitais pas mes étudiants à grimper sur la façade, mais je les invitais à imaginer ce parcours. Bah, c'est incroyable parce que alors moi je suis traceur, donc les pratiquants de parcours à mes heures perdues et aussi de World Chess Tag, mais nous aussi implicitement on observe aussi justement les façades. Même quand on n'est pas pratiquant, on est juste de passage, je me balade souvent à Lille, et souvent j'ai la tête vers le haut à regarder les façades et à regarder ce qui est praticable ou non. Bon, je ne grimpe pas partout non plus, mais c'est marrant que justement il y a cette image mentale que n'importe qui en somme peut faire. Et je suis assez surpris que ce n'est pas que des traceurs qui posent la question, et qu'on a des futurs architectes, pour le coup, qui font ce lien-là. Et justement, quand toi tu observes un traceur en action, qu'est-ce que tu vois en tant qu'architecte ? Alors pour l'instant, je ne vois pas grand-chose parce que j'aimerais bien les voir de plus près, donc j'espère que je vais être associé à des expériences, ne serait-ce que pour observer, photographier ou filmer. Mais je peux vous dire ce que j'aimerais voir. Oui. Et au-delà, on va voir si nos points de vue se rencontrent. J'aimerais voir déjà une expertise au pied du bâtiment. Une expertise qui consiste à regarder attentivement et à essayer de comprendre à travers ce filtre de la grimpe, de l'escalade, en se disant mais où vais-je pouvoir poser ma main, mon pied, par où vais-je commencer et où vais-je arriver, et quel est a priori, je dis bien a priori, le parcours le plus approprié à ma corpulence, à mon aisance, à ma capacité à faire des acrobaties pour rejoindre un point à un autre. Et puis ensuite, comment je vais pouvoir jouer avec cette façade ? Je parle d'un jeu, c'est une espèce de danse en quelque sorte avec l'architecture, la capacité à combiner des mouvements avec la configuration de l'élévation. Finalement, c'est l'histoire d'un rapprochement qui va se mettre en place peu à peu, depuis l'observation au pied du bâtiment jusqu'à l'ascension, alors au sommet, ou alors le franchissement transversal de l'édifice, parce qu'il ne s'agit pas forcément toujours de grimper tout en haut, mais ça peut être aller de gauche à droite ou monter en diagonale comme un crabe sur une façade. Et c'est finalement comment on va raconter une histoire. C'est la mise en place d'un récit depuis cette observation a priori jusqu'à l'atteinte d'un point final. Et c'est jouer une partition finalement pour moi. J'ai l'impression que oui, le grimpeur ou le traceur va jouer une partition en improvisant, parfois aussi un peu, parce qu'une fois qu'on est lancé, on est confronté toujours à des difficultés. C'est comme n'importe quel exercice. Écrire un article, ça m'arrive souvent. Eh bien, on commence l'article, on a une idée, et puis avec l'écriture, on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Il vaut mieux revenir en arrière, reposer les choses à plat ou réinventer une autre voie. Eh bien, c'est la même chose. Il s'agit ici d'écrire une partition. Et je serais curieux de voir comment se construit cette partition au fur et à mesure, et aussi avec, bien sûr, les observations initiales, ce que j'ai appelé l'expertise. Sans trop te donner de détails, c'est marrant parce que tu as pratiquement vraiment toute la pensée et le défilement de ce qu'un traceur aurait en tête. Donc, c'est où mettre sa main, où mettre ses jambes et ses pieds, mais surtout se sécuriser. Parce que un édifice c'est vivant, on va dire. Il a son histoire et puis son vécu. Mais je serais très curieux d'assister justement à ta première observation. Parce que honnêtement, oui, ça doit être super de le voir à travers tes yeux. Parce que nous, c'est quelque chose de presque basique, on va dire. Dans le sens où c'est notre pratique. Mais c'est plus ou moins ça. Et toujours, s'il y a des personnes qui nous écoutent de chez Parcours 59, Eric a l'air très, très ouvert et a envie de découvrir cela. Et ça à tout âge, je ne sais pas si tu as vu dans la salle, peut-être que tu le verras tout à l'heure, à tout âge, le parcours est pratiqué. Bon, là, pas forcément sur une façade, mais moi, plus jeune, je l'ai fait quand j'ai découvert l'association. Ce travail que les pompiers que tu as vu dans les rues de Lille, on l'a fait aussi à Roubaix, notamment pas loin du bâtiment des Archives nationales. Bon, c'est déjà fait un petit peu embêté vis-à-vis de la sécurité, ce qui est normal. C'est
C'est un lieu vivant, les bâtiments sont vivants et sont gardés, donc c'est normal. Et cette fois-ci, on n'a pas eu d'aussi grosses répercussions que ces étudiants anglais à Cambridge, donc tout va bien. Euh, et pour revenir un peu sur une vision, bon, tu n'as pas vu de traceur encore en mouvement, mais est-ce que tu dirais que le traceur voit la ville différemment? Oui, bien sûr. Il est capable justement de projeter son point de vue, son expertise à travers le prisme du parcours, de la grimpe. Vous voudrez m'excuser si je n'utilise pas forcément le bon mot. Mais on regarde tous notre environnement à travers des prismes qui nous sont particuliers. La personne empêchée ou handicapée, elle doit sans arrêt anticiper son environnement pour pouvoir progresser, avancer, deviner comment elle pourra contourner les obstacles qui se posent devant elle. Mais on est tous affaire à des obstacles, valides ou moins. Et au quotidien, on passe notre vie à essayer de contourner ces obstacles ou de composer avec eux. Je crois que c'est aussi cette leçon-là que la pratique de parcours. Alors je m'avance un peu encore quand je dis ça. Bah, franchement, tu coches les cases parce que c'est un peu aussi le leitmotiv un peu de l'association, c'est franchir pour s'affranchir. Et excuse-moi, je t'ai coupé Oui. dans ton cheminement, mais ce qui est fou, c'est que là, bah, en fait, là, je suis content d'avoir cet échange puisque tu n'as pas encore vu ce qu'était un traceur en action, mais tu as déjà un peu l'idée elle-même sans même avoir eu l'expérience en fait. Et je trouve ça intéressant. Pardon. Ben, je parle ici d'obstacles, mais il y a aussi des opportunités. Et sans jouer avec les mots, quoi, si je joue un peu avec les mots, quand je dis qu'il faut savoir saisir des opportunités, j'imagine que pour un traceur, il faut savoir saisir des prises, c'est-à-dire faire prise. Parfois, il y a l'expression qui consiste à dire faire feu de tout bois. Il s'agirait de faire prise de toute architecture. Et on se rend compte qu'une façade, c'est rarement quelque chose de totalement lisse. Même quand c'est lisse, il y a toujours des aspérités qui offrent des prises potentielles. Et j'en arrive justement à parler de cette notion qui m'intrigue beaucoup ces temps-ci. J'ai dû faire récemment un discours sur le rapport entre architecture, quoi, un exposé, une conférence sur le rapport entre architecture et vivant. Et je l'ai centré sur la question de la prise. Les prises qu'offre l'architecture au vivant, elles sont multiples et en fonction des types de vivants. Et qu'il s'agisse d'un escargot qui grimpe sur une façade, qu'il s'agisse d'une sauterelle, qu'il s'agisse d'un lichen, d'une mousse qui va s'ancrer, elle a des raisons de s'ancrer au bon endroit, là où il y a de l'eau, du soleil, peut-être des sels minéraux qui vont se fixer sur la façade. Tout un tas d'histoires qui justifient et qui conditionnent sa présence. J'imagine que le traceur, c'est la même chose. Il va savoir exploiter des opportunités. Et ces opportunités, ces prises, je crois qu'elles méritent vraiment d'être étudiées. Pour moi, c'est un moyen aussi de comprendre autrement l'architecture. Et je passe ma vie à imaginer des dispositifs, des astuces pour justement essayer de mettre à jour une connaissance un peu différente de l'existant, en tout cas au niveau et à l'échelle du construit, de l'édifier. Et c'est pour ça que je m'intéresse à parcours et au travail de parcours. C'est vraiment l'illustration d'une manière de penser et d'appréhender et de prendre littéralement autrement l'architecture. Ouais, justement, avec Yann, on discutait un peu sur cet aspect-là où on le voit hein, sur des édifices un peu plus récents. On est sur des formes beaucoup plus simples, des aspérités moins présentes, moins de relief sur les façades. Donc, est-ce que, là, c'est la question qu'on se posait aussi, est-ce que dans le futur, en fait, dans une idée, hein, les traceurs vont avoir beaucoup plus de terrain de jeu, de surface, de structure simpliste, on va dire, cubique, enfin, c'est très carré, je trouve. Les nouveaux édifices, on essaye de faire au simple. Et c'est la question qu'on se posait. On se disait, mais est-ce que dans le futur, en fait, le terrain de jeu va être décuplé, en fait, pour un traceur? Et je t'invite très, très fortement à écouter son point de vue, peut-être, avant même peut-être de le rencontrer. Il est là, d'ailleurs, dans la salle. Si tu veux échanger avec lui, il sera ravi. Mais voilà la question qu'on se posait. Euh, T'as réussi à répondre à une question tout à l'heure avant même que je la pose, mais c'était sur justement toi avec ton enseignement, comment tu arrives à aider tes étudiants à ressentir l'espace autrement. Bah, tu nous l'as expliqué hein, avec cet exercice-là au Louvre. Euh, Est-ce que, de ton point de vue, hein, encore une fois, le parcours te semble être une forme d'expérience
architecturale, pardon, j'ai du mal, en mouvement. Oui, 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 évidemment, c'est une forme d'expérience architecturale en mouvement grâce au mouvement du grimpeur, celui qui va escalader. C'est aussi le mouvement des yeux, la capacité de voir, de tâtonner, de toucher, de se frotter littéralement à la paroi. Je parle volontairement de paroi, hein, j'élargis, pas simplement de façade, parce qu'on peut aussi avoir un rapport à édifier à travers le parcours, même à l'intérieur, pas simplement en extérieur. Euh, des parois, effectivement, qui ont des qualités multiples à travers l'histoire, que les matériaux sont différents. On a utilisé de la pierre, on a utilisé de la brique, du béton, du verre. Bon, mais là, ce sont des matériaux génériques. Quand on commence à les mettre en œuvre, on s'intéresse à d'autres choses, notamment aux joints, Mm. ce qu'on appelle les obturateurs. Alors le joint et la brique, c'est une chose, la pierre aussi, des joints, des commissures plus ou moins importantes, comme disait Philibert Delorme au XVIe siècle. Mais ces joints, ces commissures qui existent encore avec l'architecture en béton ou l'architecture en verre, eh bien ce sont des prises. Mm. Ce sont des creux. Euh, un joint, c'est toujours finalement la preuve d'une discontinuité entre deux pièces, et c'est là où le regard s'accroche, c'est là où aussi la main peut s'accrocher, les doigts peuvent s'accrocher. Et ces joints offrent quantité de possibilités justement aux grimpeurs. Alors ça va peut-être vous faire sourire parce que l'approche peut paraître presque anecdotique, mais je pense, je connais pas bien. C'est Robert, son nom. Comment s'appelle-t-il, ce spécialiste de la grimpe dans les années 90? J'ai oublié son nom, mais on l'appelle le Spider-Man. Voilà, le Spider-Man français C'est ça. qui a escaladé des tours à la Gratte-ciel, Défense, des ouais, gratte-ciel c'est qui fou. Et il le pouvaient fait sembler... encore, là, Ouais, à bon, son âge. qui pouvaient paraître et qui peuvent paraître totalement lisses, mais parce que justement, entre deux feuilles de verre, entre deux plaques de verre, eh bien, il y a ces fameux assemblages, ces fameux joints qui font que on peut glisser la main et puis se retenir. Alors peut-être que les choses vont encore évoluer d'une manière objective en architecture avec l'ITE, l'isolation par l'extérieur, Mm. l'isolation thermique par l'extérieur, où on vient envelopper des bâtiments dans des gros manteaux continus. Et c'est peut-être là un risque quelque part pour le grimpeur, c'est-à-dire ça risque d'être encore plus lisse, encore plus monotone, monocorde. Mais bon, on pourra toujours inventer quelque chose d'autre pour essayer de pallier à cette difficulté. S'accrocher peut-être des ventouses sous les pieds, j'en sais rien. J'ai déjà vu ça, oui. Bon, voilà. Ça a déjà été testé. Mais bon, il y aura certainement d'autres solutions parce que même ces isolations par l'extérieur, elles impliquent aussi des jointoiements et des irrégularités qui font que quelque part, on peut imaginer comme l'alpiniste, quand il doit affronter une façade qui peut paraître totalement lisse, une paroi totalement lisse, eh bien qu'il y a des petites choses qui permettent de s'accrocher pour pouvoir progresser et avancer. Eh bien, merci. Merci pour ce point de vue-là. Mais oui, je suis d'accord. De toute façon, même nous, en tant qu'être humain, lorsqu'on se met devant un spot, donc un spot, pour la faire très courte, c'est un endroit où on peut avoir une pratique, on peut créer justement du mouvement. Et ben, on est toujours en difficulté pour X ou Y raison, parce que quelque chose est beaucoup trop lisse, trop glissant ou autre. Mais en tant qu'être humain, on le sait tous, hein, on aime le défi, on aime se mettre dans la difficulté, pardon. Et je pense que oui, peu importe les surfaces, après bon, il y a toujours, on n'est pas en 100% de réussite, mais il y aura toujours quelqu'un d'assez fou, j'ai envie de dire, pour tenter la chose. Et, et on verra ça très prochainement, je pense, avec toutes ces avancées, ces nouvelles prouesses. On va passer à une autre petite partie. Dans ton mail, quand je t'ai demandé ton rôle vis-à-vis du sujet, de pourquoi tu étais là et qui tu étais, tu m'as dit être un passionné de la mise en place de dispositifs inattendus pour apprendre à considérer l'architecture autrement. Est-ce que tu as d'autres exemples que Parcours tes monuments en tête, ou Parcours tes monuments est le seul exemple concret vis-à-vis de cette interrogation? J'essaye sans arrêt d'imaginer des choses pour regarder
autrement le bâtiment, c'est-à-dire imaginer des filtres qui permettent de révéler des choses qui nous échappent. Je me suis beaucoup intéressé dans mon parcours à l'histoire de l'éclairage artificiel électrique. Comment la lumière électrique en architecture raconte d'autres histoires. J'ai travaillé il y a maintenant une douzaine d'années sur l'histoire des premiers spectacles son et lumière qui avaient été inventés à Chambord en 1952. Et ces spectacles étaient l'occasion de mettre en mouvement l'architecture grâce au son et grâce à des voix, grâce à des musiques. Bon. Alors on est encore déjà autour de la question du mouvement, mouvement grâce à la lumière, grâce au son, et une architecture qui est pensée aussi comme un spectacle. Alors c'est sûr que le grimpeur peut aussi participer, je parlais tout à l'heure de partition, écrire une partition, il anime une façade, il la met en vie, et il raconte parfois un bâtiment en le transformant aussi en spectacle. J'ai travaillé aussi sur d'autres manières de voir l'architecture en m'intéressant à des détails. Et ce sont peut-être ces détails qui font que je me suis penché sur la question de l'escalade des façades. Je travaille depuis 16 ans sur l'histoire des composants du second œuvre dans l'architecture de l'après-Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au-delà de la forme d'un édifice, au-delà de la qualité des espaces intérieurs, des volumes, un bâtiment est fait de quantité d'éléments infinitésimaux ou qu'on a parfois du mal à voir, on les oublie. Et on travaille là-dessus avec mes étudiants. On fait l'histoire de faux plafonds, l'histoire de revêtement de sol, l'histoire de radiateurs, l'histoire de prise de courant, d'interrupteurs, l'histoire de toutes ces choses qui donnent leur qualité à l'habité. Et à force de regarder ces détails, on finit par se dire, mais oui, comment on peut les mettre en évidence, mieux les connaître, mieux les comprendre, pour comprendre de quelle manière ils contribuent à la production d'une architecture. Donc vous voyez, c'est un autre prisme encore ici, plutôt le prisme du détail, de la technique, pour essayer de comprendre effectivement ces bâtiments sous un autre angle encore. Je m'intéresse aussi beaucoup à la question des représentations architecturales sur tout type de support, parce que parfois des supports tout à fait inattendus nous racontent aussi des histoires de bâtiments. J'ai plusieurs collections, mais j'ai une collection de sacs plastiques publicitaires avec des bâtiments dessus. J'ai à peu près 700 sacs. Et quand on parle de ma collection, souvent on me regarde d'un air bizarre en disant ce gars-là, il est un peu fou. Et collectionner des sacs plastiques publicitaires, ça s'appelle faire de l'archi-sacu-plasticophilie. Et j'ai organisé une exposition il y a une dizaine d'années, et un ouvrage qui est paru, qui s'appelle Archi-sacu-plasticophilie, justement, aux éditions Profanes. Et puis actuellement, certains de ces sacs, une cinquantaine de sacs, sont présentés au MIAM, le Musée international d'art modeste, qui est à Sète, et qui fait une exposition sur les emballages d'agrumes. Et dans la logique de cette pensée sur les emballages, les enveloppes, ils m'ont demandé de donner quelques sachets pour augmenter l'exposition. Donc allez voir cette belle exposition, pas simplement pour les sacs, mais aussi pour ces papiers merveilleux qui enveloppent les clémentines ou les oranges. Voilà, donc c'est à 7 encore pendant toute l'année. Bien, donc tous ces supports, toutes ces images nous racontent quantité de choses. Et je sais pas, j'ai pas repéré d'images sur sacs plastiques, sur des timbres, sur les cartes postales, qui montrent des grimpeurs sur des façades. Mais je cherche activement. Peut-être en créer avec Parcours 59. Ben voilà, pourquoi pas, oui. Parce que souvent, l'image qu'on a sur des timbres et ce genre de choses, c'est qu'on a juste le monument, mais on n'a pas les personnes qui le rendent vivant, qui sont juste autour et qui s'y baladent en fait. Ça arrive, il y a quelques rares cas, je crois, pour une maison de la culture, me semble-t-il, à Reims, mais c'est rare. C'est pas grave, je couperai, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Bonjour. T'inquiète, Jamel, c'est pas grave. Ça se coupe au montage, c'est ça qui est beau. Merci, c'est pas grave. Nous sommes de retour. Et oui, la friche est vivante. De toute façon, c'est un tiers-lieu en soi. On la voit comme une salle de sport, mais ça n'est pas que. Du coup, on discutait justement de
de ces illustrations de timbres et tout ça. Et tu parlais justement de la Maison de la Culture à Reims, c'est ça, où on voit justement de l'humain. Et peut-être on devrait en voir plus. Parce que oui, souvent des timbres, là, il n'y a pas très longtemps, bon, ça n'a pas trop d'importance, mais j'ai voulu envoyer justement un petit courrier au Canada et je voulais mettre un petit timbre sympa. Et les seuls trucs qu'on me proposait, c'était des bâtiments soit lisses ou des personnages iconiques de la France, bon, Astérix. Mais oui, c'est un sujet sur lequel on pourrait se pencher. Et aussi, je voulais rebondir sur les spectacles son et lumière. Et souvent, tous les ans, il y a des petites projections sur les façades de plein de bâtiments sur l'île. Et pourquoi pas imaginer justement un spectacle avec des traceurs ou des grimpeurs, hein. Nos amis grimpeurs sont carrément les bienvenus ici à Parcours 59, mais aussi pour ce genre de projet. Je pense que ça pourrait rendre plus encore humain ce genre de projection. Donc peut-être quelque chose à creuser avec Eric, bien sûr, qui est toujours friand, je pense, de travailler avec Parcours 59. Est-ce que tu voulais peut-être ajouter quelque chose d'autre ou... J'ai du mal à imaginer encore d'autres choses. Non, mais c'est déjà beaucoup de choses. De plein de choses autour de cette thématique. Non, c'est fabuleux. Je crois qu'il faut réfléchir aussi à toutes les possibilités, les opportunités qui peuvent se construire autour de ce type de pratique pour les jeunes, les moins jeunes, ceux qui sont totalement valides, ceux qui sont empêchés. Tous les publics peuvent apprendre à être touchés par leur environnement d'une autre manière à partir du moment où on y met les mains. L'année dernière, j'avais monté un cycle d'exposition dans les Hauts-de-France, ça s'intitulait « Héritage à portée de main ». Et l'idée, c'était de rapprocher le grand public de son environnement, lui faisant toucher cet environnement. Alors, il ne s'agissait pas de grimper sur des façades, mais il s'agissait de déposer quelques éléments, d'apporter des échantillons, et au pied d'un bâtiment, montrer que le panneau d'aluminium, le panneau de bardage, situé à quelques mètres de hauteur, quand on le descendait, quand on le mettait à la portée du public, eh bien, ça pouvait devenir un objet fabuleux. On pouvait le prendre, le sous-peser, regarder de quoi il était fait, le tourner dans tous les sens pour voir comment il jouait avec la lumière. Ça offrait des expériences à partir de ce contact qu'on n'a pas forcément quand on est maintenu à distance de l'architecture ou à distance de notre environnement. Et l'idée, c'était d'aller au-devant du public et d'aller aussi au-devant de ces édifices et de ces matériaux. Et je suis persuadé donc que la pratique de parcours permet de combiner cette démarche, de la mettre en œuvre d'une manière aussi ludique, parce qu'il ne faut pas oublier ça, ludique et poétique. C'est ça qui me touche beaucoup. C'est-à-dire, on peut, non seulement on anime, je pense que, je dis on, mais moi j'anime rien du tout, c'est les amateurs de parcours, les grimpeurs animent une façade physiquement, en bougeant le long de cette façade, ils la mettent en vie, entre guillemets, mais ils peuvent aussi donner un sens poétique et rejouer cette façade. La réinterpréter. Je parlais tout à l'heure d'interprétation en traçant une voie pour grimper sur un bâtiment. Il s'agirait presque ici de faire parler l'architecture autrement, de lui donner un autre sens par la pratique du parcours. Et je suis persuadé qu'il y a une dimension poétique qui surgit dans cette espèce de mano à mano, hein. C'est presque une danse avec le bâtiment, avec la façade, qui se met en place quand les grimpeurs sont à l'aise, évidemment. Ceux qui ont plus de mal et qui souffrent... C'est mon cas. Bon, et ben dans ce cas-là, c'est pas forcément une danse, mais il faut s'entraîner. Et puis, à force d'entraînement, je pense que tu y arriveras. J'invite vraiment toute personne à justement, parce que ce que tu dis là, c'est ce que je ressens moi quand je regarde des vidéos de pros qui manient cet art avec brio, parce que oui, des fois il y a juste des personnes qui, avec juste une petite GoPro qui mettent en bouche, on voit, on peut peut-être ressentir le mouvement et leur façon de bouger, parce que en première personne, comme si on était dans leur tête, et on les voit bouger de toit en toit. Bon, là, c'est des cas extrêmes, hein. Ne faites pas ça à la maison, c'est très dangereux. Ça nécessite énormément d'entraînement, mais moi, quand je regarde ces vidéos-là, je suis, comme toi, émerveillé. Il y a une histoire, il y a de la musique qui est mise aussi en fond, parce qu'il y a un travail de montage, et oui, il raconte une histoire, et
Et comme tu le dis, ils font une danse. Et je l'avais jamais imaginé comme ça, mais maintenant que tu t'apportes ce point de vue-là, bah, j'arrive plus à l'emmagasiner et à le voir. Et tu parles de danger, je voulais rajouter quelque chose. La première expérience visuelle que j'ai eue avec cette histoire de grimpe, c'est quand j'étais gamin, dans les années 80, il y avait un type qui passait toutes les semaines à la télé dans des reportages ou des documentaires. C'était Patrick Edlinger. Un type chevelu, un espèce de playboy à moitié à poil qui grimpait à main nue sur des rochers incroyables. Le gars était suspendu par le petit doigt à des parois rocheuses. C'était littéralement impressionnant. Alors, j'avais des copains qui s'amusaient à faire des pompes à l'époque en s'accrochant à la charnière d'une porte en disant « Regarde, moi aussi je peux faire pareil ». Mais c'était fabuleux, ces images, ça faisait rêver. Et c'était une manière aussi pour moi, en le regardant, de voir comment l'homme, en tout cas cet homme-là, pouvait défier les lois de la statique et de la pesanteur en arrivant à combiner par un jeu de prise intelligente et puis une aisance physique, parce que c'était quelqu'un d'hyper entraîné, pour raconter, pour mettre en récit finalement cette paroi qui n'était plus simplement une paroi naturelle, sauvage, mais qui racontait une histoire. L'histoire d'un investissement, en même temps un investissement très, très léger, discret. Il ne s'agissait pas bien sûr de laisser de traces. J'utilisais le terme de traceur tout à l'heure pour celui qui va créer une voie sur une façade. Ben, le traceur, il essaye de ne pas laisser de traces, j'imagine. Oui. Ça raconte aussi un rapport mesuré, précautionneux. Même éthique, je dirais, par respect justement, par la structure et plus encore. Voilà, et ça pose des questions aussi importantes aujourd'hui en architecture, mais dans plein de domaines. C'est la question de l'entretien et la question du soin. Souvent, on oublie cette dimension-là, le soin et l'entretien pour faire perdurer les choses et pour lutter justement contre l'obsolescence. Et je crois que finalement, une approche physique, tactile, de proximité, intime avec un édifice oblige à porter un regard très attentif pour voir de quoi il est fait, de quoi il peut avoir besoin. Et je pense même que des grimpeurs peuvent être des, entre guillemets, lanceurs d'alerte en disant attention, je vous mets en garde, mais cette façade, on ne peut pas grimper dessus parce qu'elle est trop fragile. Il y a des points de faiblesse qui risquent, des pierres ou des éléments qui risquent de se détacher parce qu'ils ont été endommagés pour telle et telle raison. Et finalement, c'est une manière de parcourir avec soin et attention un édifice pour en mesurer toutes les potentialités, mais aussi pour en évaluer la fragilité. Et ça peut aussi servir à ça. Eh bien, il y aurait peut-être des métiers à créer là-dessus, parce que souvent, les traceurs, petit parallèle vis-à-vis de ça, souvent, pas à 100%, mais beaucoup sont, tu parlais de sécurité en soi, sont un peu des intrus, mais légaux. Justement, il y a des boîtes créées par des traceurs où justement une entreprise lambda ou je sais pas, une ville leur dit bah voilà, il y a cet endroit-là, essayez de rentrer, essayez de faire une intrusion complètement légale pour justement voir ces points sensibles. Et justement, bah, il y aurait peut-être quelque chose aussi à créer vis-à-vis de ces façades. Et plus encore, il y a même des traceurs qui sont cordistes que je connais et qui travaillent sur justement les façades en apesanteur et avec la sécurité en plus. Mais je te rejoins sur ça, c'est même entre nous, hein, si vous nous écoutez, là, que vous êtes un traceur et que vous voyez ce genre de choses, personne ne vous blâmera si vous lancez l'alerte. Et je pense que c'est déjà arrivé et ça arrivera. On est sur un petit peu la conclusion, même si j'aime beaucoup cet échange. Selon toi, est-ce que les traceurs peuvent avoir un dialogue avec les architectes? Est-ce qu'il peut avoir un lien entre les deux pour concevoir, je sais pas, les bâtiments de demain ou même des structures en extérieur qui pourraient les accueillir pour leur pratique juste? Alors je vais répondre d'une manière bête d'abord. Je veux dire, il y a quand même des gens qui sont spécialisés dans la création de murs d'escalade. C'est vrai. Bon,
Mais le mur d'escalade n'offre certainement pas la même jouissance que le parcours d'un édifice qui n'a pas été conçu pour être escaladé. C'est peut-être là où se situe toute la gageure et tout le plaisir du traceur ou du parcours, c'est d'accéder avec 1000 contorsions et 1000 astuces à des espaces qui n'ont pas été pensés pour cela. C'est relever un défi. Donc s'il y a déjà une connivence dès le départ entre le lieu où va être relevé le défi et puis ceux qui vont s'attaquer au problème, à ce moment-là, la jouissance va s'en trouver réduite, forcément. C'est vrai. Mais on peut peut-être effectivement, et ça pourrait être utile, moi je pose la question à mes élèves architectes, je leur dis, mais imaginez des situations inattendues, et imaginez un traceur qui va s'élancer pour grimper le long d'une façade, ça peut être un point de départ pour réfléchir à la forme, à la configuration, aux matières utilisées dans l'architecture, parce que l'architecte, quand il conçoit un bâtiment, il raconte des histoires, il imagine des scénarios, et ça pourrait être un point de départ pour imaginer des scénarios complètement inédits. Eh bien, c'est une lettre ouverte, pourquoi pas un jour. Toujours dans cette idée-là, est-ce que tu penses qu'on puisse imaginer des villes pensées non pas pour des corps immobiles, mais des corps en mouvement? Penser une ville, cette fois-ci on est à l'échelle de l'urbanisme et des urbanistes. La ville est pensée pour le mouvement. Elle est pensée pour le mouvement. La ville, c'est le mouvement. Il faut lire Walter Benjamin pour se rendre compte que Paris, au XIXe siècle, c'était une ville pleine de mouvements, de foules, de trafic. Un bâtiment est aussi plein de mouvements. Les fluides électriques, l'eau, Internet, tout ça doit circuler. Donc l'édifié est fait d'une cohabitation entre des choses stables et des choses qui circulent. L'usager est celui qui circule le premier dans un édifice. Un édifice construit ou pas. Maintenant, toutes les plateformes et tous les sites ou tous les jeux vidéo qui font qu'on imagine des avatars qui parcourent des lieux virtuels. C'est quand même la notion du parcours aussi qui est au centre du problème. Donc la ville, je crois, a toujours été pensée d'une manière dynamique, en mouvement. Maintenant, les mouvements sont souvent des mouvements contraints, planifiés. Le mouvement du traceur, le mouvement de parcours, c'est un mouvement justement qui n'est pas planifié, qui est improvisé, qui est inventé. Il est presque anarchiste en soi par rapport à ce qui est planifié pour le mouvement tel qu'il est pensé, je pense. Je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire anarchiste, c'est beaucoup. mais en tout cas inventé. Oui. L'idée, c'est vraiment de dépasser la réalité en introduisant une réflexion décalée, un regard décalé. Et ces regards décalés sont essentiels justement pour produire de la diversité dans la ville. Alors on ne peut pas toujours tout anticiper, évidemment, on le sait très bien pour les PMR, c'est compliqué de tout anticiper, il y a tout un tas de réglementations qui existent pour anticiper et programmer des déplacements possibles. J'espère qu'ils le sont le plus possible, ces déplacements. Mais au-delà, qu'il y ait encore une marge d'impensé qui ouvre à quantité d'exploration possible, je crois que c'est une bonne chose. Eh bien, merci pour ce développement, parce que oui, j'ai posé la question, mais en vrai, quand tu l'as mentionné, justement sur les jeux vidéo, je pense notamment à Assassin's Creed que tu connais peut-être. Donc c'est un jeu vidéo où justement le parcours est là à 80% du temps dans la façon de faire bouger l'avatar. Et justement, tout se passe sur des faits réels, donc des villes reproduites. Je pense notamment à Venise, à Paris, durant la Révolution française. Et justement, ils recréent juste les structures en ville. Et ils ne les inventent pas, ils n'inventent pas des prises. Les prises sont déjà créées et ont déjà été pensées à l'époque où elles ont été établies. Et
en y réfléchissant, ma question était peut-être un peu bête, mais ce qui en a découlé est vraiment intéressant, et surtout sur la question des PMR, parce que souvent c'est pensé, et c'est pas euh, une question. Enfin, j'imagine que les personnes qui imaginent justement ces accès PMR n'ont pas justement ces personnes en, avec elles pour les penser tout le temps. Et entre la réalité et ce qui est pensé, il y a un gap, j'allais dire un trou, enfin un espace, mais voilà. Et si, du coup, là, cette question va t'intéresser parce que tu l'as mentionné dès le début. Si tu pouvais faire un projet justement avec des traceurs ou Parcours 59, ça serait quoi? Est-ce que tu y as déjà pensé? Est-ce que tu as déjà des idées? Peut-être faire venir tes étudiants durant une séance découverte de parcours, que sais-je? Non, j'ai pas d'a priori. J'ai pas d'a priori parce qu'il faut. J'aime bien. C'est comme le patinage artistique. Là. Il y a la figure libre. Moi, je préfère les figures imposées. J'aime bien les figures imposées parce qu'elles nous obligent à nous dépasser. Et comme n'importe quel traceur, j'imagine, quand il se trouve devant un bâtiment auquel il n'a pas forcément pensé, qu'il n'a pas anticipé, il se dit mince, comment je vais faire pour m'attaquer à ce truc-là, et il y a une part d'improvisation, une capacité d'expertise immédiate, et relever un défi, encore une fois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est se coller à la richesse de la réalité. Toutes les situations sont intéressantes. Le banal n'existe pas, c'est simplement les regards des uns et des autres qui introduisent la banalité. Même les choses les plus banales, les moins intéressantes, peuvent offrir des opportunités, y compris en matière de parcours. Donc, je suis prêt à me coller à n'importe quelle situation, justement, à relever une gageure avec des traceurs pour, si je peux, les aider ou commenter ou raconter, parce que moi, mon domaine, c'est plutôt la mise en place de récits. Hein, je suis historien. Construire des récits à partir du réel, à partir de sources documentées. Mais ces récits, j'adore les voir interprétés et parler, décrire, parce que je n'ai pas encore évoqué ça, mais la question de la description est essentielle. Décrire, c'est nommer, c'est désigner et c'est reconnaître la qualité des choses. Quand on commence à décrire la banalité, on s'aperçoit qu'elle est pleine de richesse et finalement elle est pleine de prise. Et c'est là où c'est intéressant justement de relever le défi, de s'attaquer à la banalité pour essayer de mettre en place des récits inattendus. Eh bien, l'invitation est faite. Je remontrerai l'information, mais au plaisir de te voir avec nous durant une séance. Et extérieure, ce sera beaucoup plus intéressant, puisqu'ici, là, nos structures sont créées de toutes pièces justement pour la pratique. Mais dehors, c'est un autre défi, c'est une adaptation que l'on doit faire. Et pour finir, du coup, et en conclusion, si tu devais décrire le parcours en un mot ou une image, ça serait quoi? Enfin, en un mot, je suis vache, si tu veux donner plus de mots. Il n'y a pas de limite. Je sais pas pourquoi, il y a un mot qui m'est venu à l'esprit tout de suite, l'ambition. Euh, j'ai plusieurs fois parlé d'expertise, de défis à relever, de gageures. Finalement, c'est avoir une certaine forme d'ambition et lutter contre la passivité. C'est aller chercher la petite bête là où on ne la voit pas. Donc c'est bousculer, peut-être, bousculer le quotidien tout en prenant soin du quotidien. Donc c'est plein de paradoxes tout ça, mais c'est une manière finalement de se donner les moyens de regarder autrement le quotidien. Bien, merci beaucoup, Eric. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ou non? Tout est dit. En tout cas, moi, j'ai été ravi de te recevoir. J'ai beaucoup aimé cet échange. On a deux points de vue maintenant. On a le point de vue d'un traceur et d'un architecte qui va bientôt, je l'espère, découvrir la pratique pour de vrai et en réel. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés pour ce deuxième épisode. Bonne journée à vous ou bonne soirée à vous selon l'heure à laquelle vous nous écoutez et j'espère que
On se retrouvera pour de prochains épisodes. Bonne journée à tous ou bonne soirée. Ciao ciao.